Et je vous rappelle aussi que la conférence d'aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Donc, les conférences départementales vont reprendre comme à l'habitude en septembre prochain, puis vous allez recevoir toutes les informations par courriel comme d'habitude. Donc, notre conférencière d'aujourd'hui, c'est la docteure Joanie Pinard. Donc, la docteure Pinard a fait ses études de médecine à l'Université de Sherbrooke et sa résidence en dermato à l'Université Laval. Puis par la suite, elle a complété un fellowship de 2 ans au Brigham à Boston de 2016 à 2017. Son fellow portait justement sur les manifestations cutanées des collagénoses, qui est le titre de sa conférence d'aujourd'hui. Elle est maintenant dermatologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis depuis 2017. Dr Pinard est également associé au CHU de Québec pour la clinique spécialisée des collagénoses. Elle est également impliquée, évidemment, dans l'enseignement auprès des résidents. Donc, ça nous fait grand plaisir d'avoir comme conférencière aujourd'hui, puis je la remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc, la parole est à vous, Dr. Chouinard. Dr. Pinard, excusez. Merci pour l'introduction. On va commencer. En fait, c'est un sujet qui est assez vaste. Pour la conférence de ce midi, je vais me concentrer là, sur les manifestations cutanées du lupus, puis de la dermatomyosine. Voici mes conflits d'intérêts. En fait, dans le fond, collaboration avec des compagnie, mais rien en lien là, avec la présentation de ce jour. Puis, évidemment, comme il y a peu de médicaments qui sont indiqués pour les traitements cutanés de ces maladies-là, je vais discuter de médicaments là, utilisés de façon hors indication. Les objectifs là, pour la séance d'aujourd'hui, ça va être en fait de discuter des différentes maladies rhumatologiques qui peuvent se présenter, là, les différentes manifestations cutanées, proposer un traitement adapté aux manifestations cutanées, au moins être capable de débuter, puis diriger le patient en spécialité là, en temps important. On va commencer par le lupus. Donc, quand on parle de lupus cutané, puis de lupus en général, c'est vraiment une maladie aux 1000 visages. Donc, on va avoir des patients qui vont avoir une atteinte cutanée isolée qui va être présente au long cours et qu'il n'y aura pas nécessairement de développement d'atteinte systémique. Puis, à l'autre bout du spectre, on a les patients qui ont lupus érythémateux systémique avec des atteintes plus sévères, rénales, vasculitiques, du système nerveux central, qui vont aussi présenter là, des manifestations cutanées. Donc, on peut le voir vraiment comme un spectre. On va avoir tendance à diviser notre lupus cutané en 3 grandes catégories. Donc, le lupus cutané aigu, qui est la vaste majorité du temps associé chez les patients qui ont un lupus systémique. Le lupus cutané subaigu, avec une association qu'on va dire un peu variable. Et finalement, le lupus discoïde, qui peut être très spécifique, mais en même temps, pas nécessairement fréquemment associé là, avec les manifestations systémiques. Le lupus discoïde rentre là, dans la catégorie de lupus cutané chronique où on inclut aussi notre pernose lupique et la paniculite lupique. On va vraiment les passer là, catégorie là, une après l'autre pour se remettre en tête et revoir là, vraiment les manifestations cutanées, les images cliniques là, ce à quoi on doit s'attendre chez ces patients-là. On catégorise beaucoup, mais en soi, c'est important de se rappeler là, qu'il y a quand même un bon pourcentage de ces patients-là qui vont présenter plus d'une variante de lupus cutané à la fois. Puis, ça peut être en même temps ou échelonné dans le temps. Il y a des manifestations non spécifiques qui sont associées aussi au lupus, dont les aloplécies non cicatricielles, les vasculites, le livédo. Puis, il y a une petite catégorie à part qu'on appelle le lupus humide ou parfois lupus intermittent, qui va être rarement associé à des atteintes systémiques, mais qu'on peut quand même le retrouver parfois là, chez un patient qui a un lupus systémique. Commençons par le lupus cutané aigu. Donc, c'est quand même important d'être capable de reconnaître l'éruption malaire, car ce n'est pas tous les visages rouges qui, dans le fond, sont compatibles. On a beaucoup de patients ici, entre autres, là, les photos que je montre, où la rosacée là, peut donner le change parce que ça va être une éruption aussi qui va varier beaucoup là, selon l'exposition solaire.
Ici, on a une rosacée érythémato-télangiectasique assez classique à gauche, une rosacée inflammatoire à droite, puis au centre, en fait, on a notre éruption malaire. Puis on va revoir les critères de l'éruption malaire pour être capable de bien la reconnaître. Ce qui est important, c'est des lésions qui sont transitoires, qui vont suivre l'exposition solaire. On s'attend à une résolution pas juste en quelques heures, là. Donc, les plaques vont rester fixes pendant quelques jours à semaines. Ça ne laisse pas de cicatrices, mais ça peut laisser des changements pigmentaires. Il y a plus de 90 de ces patients-là qui vont avoir un lupus systémique associé, mais ça peut quand même précéder de quelques mois, voire années, l'apparition et le diagnostic là, du lupus érythémateux systémique. Puis, il y a une association rapportée aussi, entre autres, aux anticorps à ADN natifs qui, comme on sait, font aussi partie plus des atteintes de lupus systémique. Donc, à surveiller, entre autres, pour la néphrite chez ces patients. Donc, dans les cas éruption malaire du lupus, ce qu'on voit souvent, ça va être une épargne du pli nasogénien. Il va y avoir aussi souvent une association avec la chélite, donc une inflammation d'esquamation au niveau des lèvres. Les patients vont avoir des changements érythémateux, mais aussi un peu fameux, donc il y a une certaine texture à la peau. Ce n'est pas juste une rougeur diffuse comme on peut voir là, en rosacée. À distinguer quand même avec la dermatomyosite, où classiquement, le pli nasogénien ne sera pas épargné. Il va avoir une teinte qui va être davantage violacée, puis une atteinte des paupières là, qui va vraiment venir atteindre le rebord de la paupière aussi, là, contrairement au lupus, où parfois on va le voir le plus au niveau des arcades sourcilières. Ce qu'on voit peut-être un peu moins aussi sur la photo, c'est qu'en dermatomyosite, c'est pas rare qu'il va y avoir une atteinte au niveau du front et de la glabelle, qu'on a un peu moins là, en lupus. Les autres diagnostics différentiels les plus fréquents, souvent pour une atteinte du visage comme ça, il peut y avoir les dermatites de contact, entre autres dermatites de contact aéroportée, dermatite séborique qui va avoir davantage une atteinte là, des sourcils, de la glabelle, du pli nasogénien, puis rosacée, là, bien évidemment. On peut voir chez ces patients aussi, au-delà du visage, une atteinte là, du thorax qui va prendre un aspect un peu morbiforme, donc un peu maculopapuleux en zone photoexposée. Encore une fois, distinguer de la poïkilodermie, la dermatomyosite, qui va être un changement qui va apparaître des fois un peu plus tardivement dans la maladie, qui va être associé à des changements d'hypo- et d'hyperpigmentation, d'érythème et de télangiectasie. Dans les cas de lupus cutané aigu avec une atteinte plus diffuse, c'est très, très rare, là, mais il y a des cas où l'inflammation peut être intense au point de donner un aspect de nécrolyse épidermique. Donc, c'est des cas où on a évidemment besoin là, de biopsie pour distinguer et immunofluorescence, là, entre autres. Là. Maintenant, pour ce qui est des variantes plus de lupus cutané subaigu, on va y aller avec un cas clinique qui est un cas clinique assez classique là, pour nous en clinique de dermatologie. Patient qui se présente avec une éruption qui va être réfractaire aux antifongiques, qui a été diagnostiqué comme une tinea corporis, entre autres. Patient qui a une médication stable depuis plusieurs mois. Comme ici, on peut voir que ce patient était connu là, pour un reflux, une dyslipidémie, puis une hypertension artérielle. On remarque ici les plaques érythématosquameuses annulaires en photo exposée. Donc, quand on voit ce type d'éruption-là, c'est vraiment une éruption qui est classique pour un lupus cutané subaigu. Donc, on note là, vraiment des plaques assez bien délimitées en zone photo-exposée qui vont souvent suivre l'exposition solaire. Donc, vont apparaître là, souvent au courant du mois de mai, au courant de l'été. Il y a une association très forte entre le lupus cutané subaigu et les antiraux. Donc, deux questions vraiment importantes à se poser. C'est un, les antiraux souvent sont associés à une photosensibilité. C'est à quel point ce patient-là, justement, se protège adéquatement du soleil et s'il y a eu une exposition solaire. Et ensuite, c'est important de retourner à la liste de médicaments. Donc, ce patient-là prenait, là, entre autres, atélolol, oméprazole, simvastatine. Parce que les meilleures données qu'on a, en fait, proviennent de cette étude
provenant de la Suède. C'est une étude cas contrôle de 234 patients. C'est un petit nombre là, quand on considère là, des études de cardio, mais pour des cas comme ça, des études de lupus cutané subaigu, c'est quand même un très grand nombre de patients. Puis, il y aurait un peu plus du tiers des cas de lupus cutané subaigu qui pourraient être attribués à un médicament. Les associations les plus fréquentes, en fait, là, il y a terbinafine, qui est nos antifongiques, les inhibiteurs du TNF, puis les antiépileptiques, mais aussi les IPP, là, ça a été démontré là, au courant des dernières années. Les IPP, il y a quand même beaucoup de patients qui en prennent. Donc, c'est assez important là, de le reconnaître parce que si on divise un petit peu là, différemment là, par classe, là, donc les antihypertenseurs, vraiment, là, ils ont haut du palier là, pour les lupus cutanés subaigus médicamenteux, les antifongiques aussi, là, le fameux terbinafine là, pour le traitement de l'onychomycose, puis des agents de chimiothérapie conventionnels. Donc, l'importance de retourner à la liste de médications, puis de reconnaître un médicament comme cause possible ou probable là, de son lupus cutané subaigu là, du patient, c'est qu'en soi, c'est impossible là, cliniquement de distinguer un lupus cutané subaigu qui serait comme endogène, là, idiopathique, versus de quelque chose qui serait induit par un médicament. Puis, si on est capable de retirer le médicament, évidemment, la condition va rentrer dans l'ordre et il va être beaucoup plus facile à contrôler. Là où ça devient un petit peu plus des fois problématique, c'est que la période d'incubation peut être quand même vraiment très longue. Là. Il y a des études où ça peut aller jusqu'à 11 ans, puis on parle d'une moyenne de à peu près 28 semaines, mais en général, là, une médiane de 6 semaines. Puis, on s'attend à une résolution une fois qu'on a retiré le médicament en 4 à 6 semaines environ, donc 4 à 8 semaines. Dans les cas où il y a plusieurs médicaments inducteurs à bord, ce qu'on peut faire, c'est tenter d'en retirer, dans le fond, le plus probable en premier. On attend un peu, on voit. Dans les cas où c'est vraiment pas possible là, de retirer le médicament, on peut toujours se permettre de traiter en le conservant. Mais reste que souvent, le traitement va être un petit peu plus difficile chez ces patients-là, puis la condition risque de se chroniciser. Donc, c'est des patients souvent qui, en fait, la vaste majorité du temps, ils vont être vus en clinique de dermatologie. C'est des patients qui n'ont pas d'atteinte systémique. Mais vous pouvez parfois être interpellé ou mis à contribution dans justement la modification de la médication du patient. Puis, c'est ça, c'est pas une lubie, là, c'est vraiment pour venir là, régler le problème là, à la base. Puis, je parlais du fait que quand c'est vraiment pas possible de continuer le médicament, on peut toujours le poursuivre. Dans le fond, la logique derrière tout ça, c'est que c'est vraiment, il y a une distinction à faire là, entre le lupus systémique induit et le lupus cutané subaigu induit. Donc, le lupus cutané subaigu induit est un problème cutané seul. Donc, le patient va présenter une éruption photosensible, ça s'arrête là. Et il n'y a pas de progression du lupus cutané subaigu vers le lupus systémique induit. On n'est pas du tout dans les mêmes auto-anticorps ni dans les mêmes médicaments causals non plus. Puis, dans notre cas, le lupus systémique induit, en fait, souvent les manifestations cutanées, ce n'est pas celles qui vont être le prédominantes non plus. Il y a deux variantes un peu plus classiques. Le lupus cutané subaigu, il y a la variante annulaire et la variante psoriasiforme. Habituellement, c'est assez facile de distinguer un lupus cutané subaigu psoriasiforme d'un psoriasis, car habituellement, ça se détériore suite à l'exposition solaire, contrairement à un psoriasis où finalement la photothérapie est un traitement. Puis quand on a vraiment un doute, on procède à une biopsie cutanée. Puis la biopsie cutanée, elle, va nous permettre là, de trancher. On n'a vraiment pas les mêmes trouvailles. En fait, ce qu'on voit là, dans les cas de collagénose, c'est ce qu'on appelle une dermatite de l'interface vacuolaire. Il y a une augmentation de la mucine aussi au niveau du derme. Puis l'autre petit point important à savoir, c'est que les trouvailles vont justement être similaires souvent en dermatomyosite. Donc, la biopsie cutanée ne permettra pas de faire une différence entre un lupus cutané ou une dermatomyosite. On parlait de cicatrisation absente tantôt avec l'éruption aiguë du lupus, là, les éruptions malaires. C'est la même chose dans les cas de lupus cutané subaigu. Donc, il n'y a pas de
cicatrice qui se forme, mais ça peut laisser ce qu'on appelle de la dyschromie, donc de l'hypopigmentation, de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Une raison supplémentaire là, d'encourager le patient à se protéger du soleil, justement, pour venir atténuer là, ces effets-là. L'atteinte systémique dans les cas de lupus cutané subaigu, souvent, on va considérer qu'il y a à peu près 50 de ces patients-là qui vont obtenir les critères ACR là, pour le lupus érythémateux systémique, mais c'est souvent basé là, sur une histoire de photosensibilité, l'éruption cutanée, les sérologies, parfois des petites arthralgies, arthrites. Mais de ces 50 %-là, il y a probablement juste un 10 à 15 là, qui vont avoir vraiment un lupus avec une atteinte interne significative, là, incluant néphrite. Là. Donc, ce n'est pas notre variante cutanée qui est, disons, la plus à risque. Les sérologies, la plupart du temps, c'est des patients qui ont des antiros positifs dans 70 à 80 des cas. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a le droit d'avoir un antiro négatif et quand même d'avoir un lupus cutané subaigu. Ce n'est pas exclu. Les antiros sont aussi associés au syndrome de Sjögren. Puis, chez les mamans, en fait, qui sont porteuses là, sans savoir ou qui le savent aussi, évidemment, il y a un risque de lupus cutané dans le forme de lupus néonatal là, chez les bébés. D'où l'importance chez les mamans qui sont enceintes avec un statut antiropositif d'avoir un suivi là, rapproché là, en grossesse, puis entre autres là, des échographies cardiaques fœtales. On va passer plus dans nos formes chroniques. Le lupus discoïde est quand même important à reconnaître pour différentes raisons. Il est quand même assez spécifique au lupus systémique, quoique les risques d'atteinte systémique demeurent assez faibles. La vaste majorité de ces patients-là vont avoir une atteinte cutanée seule. Les patients vont présenter vraiment des plaques érythémateuses qui sont assez bien limitées, des squames qu'on va dire hyperkératosiques adhérentes avec une hyperkératose au niveau des follicules. Il va y avoir une atrophie et c'est des lésions qui cicatrisent. En plus de cicatriser, c'est des lésions qui ont une prédilection pour la tête et le cou. Donc, ça laisse des cicatrices permanentes au niveau du visage, dans des zones qui sont affichantes. Puis, au niveau de la tête, va laisser là, des plaques d'alopécie cicatricielle, donc où les cheveux ne repousseront pas. Donc, c'est des plans qui peuvent très, très incommoder, être très impactés aussi là, par l'aspect de ces plaques-là. Plus les lésions sont disséminées, plus on a un risque aussi là, de lupus érythémateux systémique associé. Je parlais là, des zones là, classiquement atteintes. Là, les patients vont avoir souvent une atteinte là, des joues, du cou, des oreilles aussi. Les conques, c'est vraiment un endroit assez classique. Ça peut atteindre un peu là, la muqueuse oculaire, parfois le nez aussi. Donc, les conques, là, vraiment. Puis, la zone pariétale du cuir chevelu, occipital aussi. Puis, en fait, ici, on a une variante vraiment active où la patiente a des plaques, des squames adhérentes, le plugging folliculaire avec l'alopécie associée. Et ici, on a une variante là, qui est davantage éteinte. Donc, on a l'atrisation, on a la dyschromie, un petit peu d'érythème, mais ce qui est important de savoir, c'est que même si on met ce patient-là sous contrôle, l'aspect, la coloration, les cheveux, ça ne repoussera pas, donc le dommage est permanent. Quel est en fait le risque là, réel d'atteinte systémique chez les patients qui présentent un lupus cutané chronique? C'est une étude de population là, de la Suède, encore une fois, quand même un très grand nombre de patients, là, plus de 1000. C'est des patients qui ont été observés sur une période de 2 ans. Les 70 de ces patients-là qui avaient un lupus cutané n'avaient pas de diagnostic de lupus systémique là, initialement au début de l'étude. Puis sur la période de 2 ans, il y a 16,7 de ces patients-là qui ont développé l'atteinte systémique. Ici, on est vraiment, c'est sûr que c'est un petit nombre de patients et c'est rétrospectif, mais dans le fond, dans cet article de revue, ça montrait que 28 des patients avec lupus discoïde pouvaient être susceptibles de développer un lupus systémique.
Les facteurs de risque qui étaient les plus communément identifiés, là, c'était l'atteinte généralisée, donc au-delà de tête et cou, les arthralgies, arthrite, anémie, leucopénie, vitesse de sédimentation élevée, puis un fanatitre élevé. En même temps, quand on regarde ça, c'est tous des critères, des fois diagnostiques là, pour le lupus érythémateux systémique. Donc, effectivement, ça confirme là, que ces patients-là là, sont un petit peu plus à risque. Donc, on garde comme pourcentage de patients avec l'atteinte discoïde qui vont avoir une atteinte systémique là, dans 5-28 %, d'où l'importance d'un suivi régulier chez ces patients-là. Ce qu'on ne veut pas manquer, en fait, c'est vraiment l'apparition d'une néphrite, une activation systémique, donc formule sanguine, le complément des SDNA à faire 1 à 2 fois par année, même si on atteint une cutanée seule, surtout au niveau des premières années suivant le diagnostic. Examen articulaire si on a des doutes, puis examen cutané complet là, à la recherche de signes à distance là, de lupus cutané autre, soit de la même catégorie, là, un peu de lupus cutané chronique ou d'autres types, parce qu'il peut quand même avoir une coexistence avec lupus cutané subacute, comme je mentionnais. Ce qu'on sait aussi, c'est que souvent les patients qui ont la peau là, des phototypes plus foncés, ils vont avoir davantage de lésions cutanées. Ils vont être plus nombreuses, ça a beaucoup plus de risques de laisser de la dichromie. Ils vont souvent avoir plus de lésions au cuir chevelu, plus de lésions aux oreilles, donc des zones là, qui vont être beaucoup plus affichantes. C'est très dérangeant. Puis la dichromie est évidemment plus difficile à traiter chez ces patients-là. Puis, il y a près de 70 % des patients qui vont avoir ce qu'on appelle une panniculite lupique, là, qui est une forme de lupus cutané plus profonde dans les zones graisseuses, qui va atteindre principalement le tronc, le dos, la région mammaire, les bras, les cuisses, qui va avoir coexistence de lésions discoïdes. Donc, exactement son cas chez elle. La panniculite lupique, c'est vraiment une condition qui va avoir tendance là, à être réfractaire au traitement. Dans cette revue rétrospective de 61 patients, c'était habituellement davantage des femmes. Encore une fois, comme je dis, ça va être les zones de prédilection sont les graisseuses des extrêmes proximales, le bras, cuisse, parfois le thorax, poitrine, le visage, puis au niveau du dos. Il y avait quand même 62 % de ces patients-là qui avaient un lupus systémique ou un lupus cutané discoïde de façon concomitante. Puis, ce qui est comme permet de soulever le fait que c'est souvent réfractaire au traitement, c'est que la plupart du temps, dans ces cas-là, dans la plupart des cas, la panniculite avait été diagnostiquée alors que le patient était déjà sous traitement pour son lupus érythémateux systémique, donc avait déjà un immunomodulateur ou un immunosuppresseur à bord. Donc, la moyenne est d'environ 2 thérapies systémiques et plus là, pour réussir à obtenir un contrôle. Donc, souvent, le planning n'est pas suffisant en soi. La différence entre les panniculites, les collagénoses et, par exemple, notre classique, le érythème noueux, il y a 2 grandes variantes histopathologiques. Pour ce qui est des panniculites, là, on parle des lobulaires et des septales. Donc, dès qu'on a une destruction du lobule graisseux, ça va laisser un changement de contour là, à la peau. Donc, il va vraiment avoir une atrophie qui se crée. Alors qu'avec un érythème noueux, l'inflammation est au niveau des septum, donc va partir sans laisser de cicatrice. Donc, quand on voit un patient qui a vraiment des atrophies graisseuses ou des masses suspectes au niveau de la poitrine, entre autres chez les femmes, c'est ce qu'on appelle un peu la mastite lupique, ça va laisser des cicatrices. Donc, il faut penser et investiguer ces patients-là pour une collagénose, en particulier lupus. Nos variantes de lupus cutané chronique qu'on appelle la perniose lupique. L'association, en fait, entre lupus et perniose, c'est la cause secondaire la plus fréquemment rapportée, puis la plus étudiée. Il y a d'autres causes secondaires de perniose, mais le lupus là, est vraiment là, prioritaire. Puis au niveau de nos collagénoses, ça rentre là, vraiment dans la cause principale. Ça va être des lésions qui sont compatibles avec une perniose, mais ça va être un patient qui va avoir une évidence clinique ou une évidence de laboratoire de lupus cutané ou de lupus systémique. Puis, ça rentre là, vraiment dans les formes de lupus cutané chronique.
On peut se poser des questions à savoir s'il y a une cause sous-jacente de notre perniose, qu'on n'est pas dans une cause idiopathique, entre autres, là, dans les cas un peu plus compliqués, qui n'ont pas tendance à s'améliorer l'été, qui s'ulcèrent, qui font des bulles. Un début aussi là, à un âge un petit peu plus tardif. Puis évidemment, là, si le patient en question va aller dans les physiques, il y a d'autres ouverts qui nous amènent vers un diagnostic autre. C'est vraiment une rare variante. Donc, dans les cas où il y a un début plus tôt dans l'enfance, quand il y a des clusters familiaux, on peut penser là, aux formes familiales qu'on appelle la perniose lupique familiale, entre autres. Ça reste difficile à distinguer la perniose idiopathique parce que la perniose idiopathique, c'est quand même une condition qu'on voit assez fréquemment, nous, au Québec, là, de l'automne au printemps, là, avec les expositions froides à l'humidité. Ça reste exacerbé par l'exposition froide. Quand on est chanceux, on va avoir notre même dermite de l'interface vacuolaire que j'ai montré un petit peu plus tôt là, au niveau de la biopsie du lupus cutané subaigu. On peut retrouver la même chose au niveau de la perniose. Par contre, c'est pas rare qu'on va avoir aussi de la spongiose, plein d'autres trouvailles qui ne sont pas nécessairement spécifiques. Puis, l'histopathologie n'est pas aidante à 100 dans ces cas-là. Donc, il faut se fier aussi là, au tableau clinique global, aux examens de laboratoire chez ces patients-là. Les traitements de première ligne, en plus des immunosuppresseurs immunomodulateurs, s'ils ont d'autres variantes ou d'autres indications, c'est vraiment là, de vasodilater, là, entre autres, là, le bloqueur des canaux calciques. Ça, c'est un petit cas intéressant, là, justement, d'un homme de 64 ans qui avait un rhinonacrocyalise et une perniose qui était quand même très atypique. En fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'acrocyalise avec une perniose. Là. Donc, c'est pas supposé donner ça. Ces laboratoires ont toujours été négatifs. Vous remarquez ici là, quand même là, une résorption osseuse au niveau du 5e droit, des changements un petit peu là, vasculopathique blanchâtre, un erythémateux du dos des doigts. Puis en questionnant, là, il mentionne qu'il y a un frère qui a des lésions similaires au niveau acral, qui a une arthrite sous méthotrexate, une cardiomyopathie, une perniose, une neuropathie. Bref, ça a poussé l'investigation génétique. Puis, en fait, dans les cas de perniose lupique familiale, la mutation la plus fréquente, c'est vraiment le gène TREX1, qui fait partie des interféronopathies. Puis, en fait, le hallmark là, de cette mutation-là, c'est vraiment un signalement un peu chronique de l'interféron type 1, d'où l'importance parfois là, de considérer les inhibiteurs de JAK là, comme traitement. Puis, ça a un phénotype varié, là, tout dépendant du site de la mutation. Mais la perniose lupique familiale, là, il est très associé. Puis, chez les deux frères, en fait, là, il y avait eu une mutation qui avait été découverte. Donc, parfois, là, la génétique là, peut résoudre le mystère. Puis, un petit mot justement sur le lupus humide. Là, j'en ai glissé un mot un petit peu plus tôt. Donc, c'est vraiment des plaques qui vont avoir pas de changement de l'épiderme. Donc, ça va être vraiment lisse, annulaire, à la limite un petit peu urticarien. C'est souvent très, très, très photosensible. Ça va être fixe, là, ça ne part pas en 24 heures, ce n'est pas évanescent comme un urticaire. Ces patients-là vont avoir une excellente réponse au Plaquenil, souvent l'hydroxychloroquine, puis il y a peu ou pas d'association avec le lupus systémique, mais il y a quand même quelques cas qui sont rapportés, entre autres avec le lupus systémique. Puis si c'est isolé, il n'y a vraiment pas de suivi de laboratoire nécessaire chez ces patients-là. Donc, ça donne vraiment des plaques là, très bien délimitées, érythémateuses, entre autres au visage. Parmi les autres variantes les plus rares de lupus, il y a le lupus bulleux qui va être vraiment souvent considéré si c'est une manifestation de lupus érythémateux systémique. Il n'y a pas de corrélation nécessaire avec l'activité. Par contre, le systémique, puis ça va être souvent un début abrupt. C'est pas juste dans les zones exposées au soleil. C'est des patients qui peuvent avoir une atteinte des muqueuses. Souvent, en biopsie, on va voir un infiltrant neutrophilique. Donc, le traitement un peu plus clé chez ces patients-là, ça va être l'apsine, qui est l'antineutrophilique. L'alopécie cicatricielle, non cicatricielle en lupus, on a parlé là, de la variante vraiment plus cicatricielle là, qui va être avec les lésions discoïdes. Sinon, ces patients-là peuvent avoir le fameux, ce qu'on appelle lupus air, qui vont avoir une forme d'alopécie androgénétique un peu. On peut considérer les traitements un peu similaires, minoxidil, finastéride, spironolactone. Que le gène effluvium qui va avec un lupus actif, puis l'appelade, c'est des patients qui sont un petit peu plus auto-immuns, donc on voit des associations avec l'appelade.
Pour ce qui est dans le fond, des anticorps selon les formes de lupus cutané, ça va être très variable. Je pense que c'est qu'il y a un point vraiment important à soulever, c'est qu'un stade négatif n'exclut pas un lupus cutané. Donc, tout dépendant de nos variantes, le facteur antinucléaire ne sera pas nécessairement positif, puis ça n'exclut pas le fait que le patient ait un lupus à la peau. En ce qui concerne les traitements, de votre côté, en tant que, disons, non-dermatologue, là, déjà de base, de reconnaître et d'insister sur la photoprotection chez ces patients-là et l'arrêt tabagique. La photoprotection, évidemment, là, on évite les heures d'exposition UVB, on a les vêtements protecteurs, chapeau large, lunettes de soleil, les écrans solaires là, à appliquer assez régulièrement, FPS 50 et plus, puis bien évidemment, pas de cabine de bronzage. C'est assez étonnant des fois ce qu'on peut entendre. Puis concernant le tabac, en fait, ça a été controversé pendant quelques années, mais bon, ça, c'est vraiment une méta-analyse qui est venue un peu clore le sujet, là. Donc, les patients fumeurs répondent moins efficacement aux antipaludéens. Puis le tabac en soi va venir augmenter la sévérité du pus cutané, puis faire qu'il y a moins de réponse, en fait, là, au traitement. Donc, deux excellentes raisons de cesser. Au niveau des traitements topiques, là, qui est vraiment aussi là, la première chose à venir rajouter en plus de nos mesures de base, on va chercher vraiment un anti-inflammatoire localement avec nos corticostéroïdes topiques ou les inhibiteurs de la calcinurine, là, comme le Protopic, entre autres, là, qui est le tacrolimus. En gros, là, des fois, c'est facile de se perdre, il y a beaucoup d'options, mais si vous retenez clobétasol pour le corps, surtout pour les lésions discoïdes, qu'on veut vraiment venir éteindre le plus rapidement possible pour qu'elle laisse le moins de cicatrices possible. La pommade est toujours plus efficace que la crème, mais beaucoup plus graisseuse. Puis pour le cuir chevelu, on laisse en lotion. Pour le visage, le valproate de bétaïtazone, le désonide, c'est toujours bien pour le visage et les plis, encore une fois, pommade ou crème. Puis le tacrolimus en pommade, qui est le Protopic. Ça peut être très bien pour les lésions discoïdes, subaigus, la berniose. C'est OK pour le visage, pour le reste du corps. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le code RAMQ est valable seulement s'il y a le patient a un eczéma. Alors, sinon, c'est la mesure du patient d'exception ou si c'est une assurance privée, on peut le prescrire sans trop de questionnement. Des fois, de venir alterner entre le tacrolimus et les corticostéroïdes topiques quand il y a une certaine corticophobie de la part du patient ou qu'il y a une certaine crainte de l'atrophie du prescripteur, ça peut être une solution. Des fois, je vais faire alterner 2 semaines ou 5 jours sur 7, 2 jours sur 7. Là, ça permet d'avoir une petite pause là, de cortico. Ensuite, vraiment la première ligne d'emblée qui est notre hydroxychloroquine à dose de 5 mg par kilo par jour de poids réel avec un maximum de 400 mg par jour. On n'oublie pas le dépistage pour la rétinopathie, plus ou moins optométrie là, si c'est plus difficile là, en ophtalmologie. Encore un petit point, habituellement, ça fonctionne assez bien, sauf que l'évaluabilité va être vraiment variable selon les formes de lupus cutané. Donc, dans les formes cutanées chroniques, on a tendance à avoir un petit peu moins d'efficacité, justement. Donc, je vous dirais qu'au-delà de ça, adresser en dermatologie. On a plusieurs petits trucs qu'on peut faire là, pour aider à traiter ces patients-là. Un cas, par exemple, qui aurait eu des effets secondaires, une éruption cutanée à l'hydroxychloroquine, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a de changer d'antimalérique. On sait que la plupart du temps, un patient qui ne tolère pas un premier antimalarique va tolérer le deuxième. Puis quand les changements, des fois, sont faits à cause d'une inefficacité, à 3 mois, il peut avoir davantage de répondeurs. Sauf que malheureusement, c'est souvent un effet qui va être transitoire. Quand c'est concernant des effets secondaires, entre autres digestifs ou une éruption cutanée qui serait sans critère de sévérité, quand même le 2/3 des patients qui ne referont pas les mêmes effets secondaires. Donc, ça vaut la peine de retenter. Parce qu'au-delà de ça, des fois, on va tomber plus là, dans de l'immunomodulation, de l'immunosuppression. Je vous dirais qu'ensuite, là, c'est variable. Il n'y a pas d'excellentes études cas contrôle. C'est beaucoup de rapports de cas, de l'expérience clinique, des opinions d'experts. Le méthotrexate, c'est probablement celui qu'on va avoir tendance à rajouter par la suite le plus, qu'on peut combiner évidemment à l'hydroxychloroquine. On s'attend à une réponse un peu
comme dans les autres conditions, là, donc une réponse en 8 à 12 semaines. On va y aller avec une dose de 15 à 20 mg par semaine. Puis, il y a des améliorations significatives là, notées là, chez les patients. Ça peut permettre de diminuer des fois même les corticostéroïdes systémiques là, quand c'est nécessaire. Donc, un exemple ici là, de succès franc du méthotrexate. En rafale, nos autres options. Dapsone, qu'on peut utiliser, qui a vraiment un effet antineutrophile. Fait que tout ce qui est lupus bulleux, dermatose neutrophilique urticarienne, vasculite urticarienne. Les doses vont être variables. On est souvent limité par les cytopénies chez ces patients-là, l'usage concomitant de méthotrexate par contre. Les fameux rétinoïdes, entre autres la citrétine, qui peut être de façon tout à fait sécuritaire combinée avec l'hydroxychloroquine. Des fois, ça va donner un petit effet synergique. Va avoir un effet un peu plus bénéfique là, dans les cas d'atteinte cutanée hypertrophique, c'est-à-dire où la peau est très, très épaissie. Puis, mycophénonate, puis l'azatioprine, c'est souvent des thérapies de rémission néphrite lupique qui peuvent avoir un bon effet aussi au niveau de la peau. Personnellement, des fois, quand j'ai un échec au méthotrexate, je vais avoir tendance à essayer le mycophénonate en troisième. Qui fonctionne extrêmement bien, qui est utilisé depuis plusieurs années, mais qu'on est très limité par les effets secondaires, c'est de la thalidomide. Donc, on voit qu'on a vraiment des réponses substantielles là, chez plus de 91 des patients dans cette petite étude, mais les effets secondaires, c'est 85 des patients qui les ont aussi. Donc, c'est approuvé pour une autre condition. Donc, c'est un usage qui est tout à fait hors indication, disponible via le programme REVAID. C'est évidemment tératogène, il y a un risque de thromboembolie, neuropathie périphérique aussi. Les patients peuvent être un petit peu plus somnolents. C'est justement cette patiente, j'avais montré des photos au début là, qui avait un diagnostic de lupus discoïde. Elle n'a pas d'atteinte systémique. C'est un diagnostic qui remonte à 1987. Échec à différents traitements. C'est une atteinte cutanée qui demeure douloureuse, active, défigurante pour elle. Donc, échec, là, photoprotection, topique, hydroxychloroquine, chloroquine, mycophénolate, l'azatioprine, dapsone, isotretinoïde. On avait des contre-indications méthotrexate chez elle. Elle avait été mise sous thalidomide avec une excellente réponse clinique, mais qu'elle avait développé une neuropathie. Alors, nos options demeurent limitées. Le lénalidomide est une option en lupus cutané réfractaire de plus en plus utilisé. J'ai quelques qui sont là-dessus avec des excellentes réponses. Quand même mieux toléré que la thalidomide. Moins de risque de neuropathie périphérique. Le risque thromboembolique est là, mais semble malgré tout quand même assez faible. Puis il n'y a pas de, le risque est vraiment minimal de progression ou d'aggravation d'un lupus systémique chez ces patients-là. Les doses vont être variables. On a quand même des réponses rapides aussi, puis on peut se permettre de faire un sevrage jusqu'à une dose minimale. Puis là, on rentre vraiment plus dans de l'anecdotique des petites études de phase 2. La primulase, qui est un médicament qu'on utilise en psoriasis et arthrite psoriasique avec des effets secondaires assez légers, peut être bénéfique. J'ai 2 patients actuellement qui s'améliorent là-dessus. Il y a un noyau commun à la thalidomide, mais ce n'est pas le même noyau là, qui est partagé avec le lénalidomide. Cette patiente, c'est l'option qu'elle avait choisie, puis elle a vraiment une amélioration là, significative là, depuis qu'elle l'a débuté. Ensuite, on a le belimumab, l'anifrolumab, qui sont approuvés en lupus systémique. Il y a des phases 2 actuellement avec le 2-cravacitinib, qui est approuvé actuellement au Canada en psoriasis, puis les inhibiteurs de JAK. Il y a différentes cibles thérapeutiques potentielles en lupus érythémateux systémique. Il y a différentes études qui ont été faites et qui malheureusement ont dû cesser là, en phase 3, entre autres baricitinib puis lutikizumab. Pour ce qui est vraiment du belimumab, en fait, il est approuvé. C'est vraiment pour le lupus érythémateux systémique. On a un score de sévérité cutanée en lupus qu'on appelle le score classique, qui n'était pas validé là, au moment des études. Donc, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait quand même une amélioration au niveau des patients. Il y a eu d'autres petites études qui ont été faites par la suite avec le score classique, mais en général, c'était vraiment des petits classiques, donc des petites atteintes cutanées. On parle d'une efficacité modérée là, sur l'éruption maclo-papuleuse légère, l'alopécie légère aussi. L'anifrolumab, qui est aussi approuvé là, par Santé Canada en lupus érythémateux systémique en traitement de seconde intention. Il y a eu une amélioration du score classique statistiquement significative avec des données puis des réponses cliniques quand même très encourageantes là, pour la peau. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on a de plus en plus d'options pour ces patients-là, là, pour le versant cutané.
Et le deucravacinib, un petit mot rapide, c'est une petite molécule orale là, qui est actuellement, là, qui vient d'être tout juste d'être disponible au Canada en psoriasis, bien tolérée, avec des données de phase 2 là, très intéressantes là, avec amélioration du score classé aussi là, par rapport au placebo. En ce qui concerne les inhibiteurs de JAK, parce qu'on sait que les patients avec lupus ont aussi une signature interféron à la peau, donc on s'attendra à ce qu'il y ait une amélioration. Il y a quand même des séries de cas avec des réponses intéressantes au tofacitinib, puis baricitinib, mais à date, personnellement, le peu d'amélioration chez certains patients. Donc, message clé, là, vraiment, je pense pour le lupus, là, c'est que c'est un groupe hétérogène. Le risque est très variable d'association avec le lupus érythémateux systémique. Dans les cas de médicaments, c'est penser aux médicaments, penser au syndrome de Sjögren dans les cas de lupus cutané subaigu parce que c'est associé aux antiros. Puis, je sais que souvent, on va dire, ben, c'est juste la peau, là, mais quand même, de ne pas négliger cette partie-là chez le patient parce qu'il y a un inconfort, parce qu'il y a des cicatrices, parce qu'il y a une alopécie qui est associée. Puis ça peut avoir un impact là, quand même important là, sur la qualité de vie. On va passer rapidement à la dermatomyosite. Donc, l'atteinte cutanée en dermatomyosite, j'ai tendance souvent à la classifier là, vraiment en 3 grandes catégories. On a la fameuse dermatomyosite classique où le patient va avoir son atteinte musculaire. L'atteinte cutanée chez ces patients-là peut précéder d'un 3 à 6 mois le développement de l'atteinte musculaire, là, environ là, chez 30 à 50 des patients. On a quand même un petit 20 de patients qui vont avoir une atteinte cutanée seule. Ça va souvent être mépris pour un lupus cutané parce qu'en plus, au niveau de la biopsie, on a des trouvailles qui sont similaires. C'est des patients qui n'ont pas de faiblesse musculaire cliniquement pour plus de 6 mois. Puis, on va dire que c'est provisoire comme diagnostic à ce moment-là, puis confirmé après 2 ans. Ça comprend des patients qui vont être amyopathiques ou hypomyopathiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes cliniquement, mais qui vont peut-être avoir des petites trouvailles à l'imagerie. Ils peuvent quand même avoir des associations avec les pneumopathies interstitielles, entre autres avec les anticorps anti-MDA5. Puis, il y a une association aussi, là, comme en dermatomyosite classique, là, avec le cancer. Et finalement, on a des patients qui vont être un petit peu post-myopathiques, où finalement, le traitement de fond va avoir aidé à traiter le poumon, les muscles, tout va bien, mais malheureusement, l'atteinte cutanée persiste. Les trouvailles classiques de dermatomyosite qu'on voit toutes dans les textbooks, qu'on cherche à voir aussi chez nos patients. La fameuse éruption héliotrope dont on a parlé un peu plus tôt avec l'atteinte centrofaciale qui épargne pas le pli nasogénien. Les papules de Gottron qui vont avoir tendance à être au niveau des articulations, les MCP, PP, IPD. Puis, ce qu'on appelle le signe de la manucure de Siguier, là, en fait, c'est vraiment des cuticules qui vont être hypertrophiques, ravagées, avec des zones là, hémorragiques un peu au travers. Quand on regarde au dermoscope, on peut voir là, des zones sans capillaires, des capillaires dilatés aussi. C'est sûr qu'un examen au dermoscope n'équivaut pas là, à une capillaroscopie là, qui grossit là, vraiment davantage. Là. Le fameux signe du V, signe du chat, les papules de Gottron qu'on peut trouver au niveau des coudes, puis le signe de Holster en latéral des cuisses, c'est la fameuse dermatite séborique like du cuir chevelu qui va être associée à un prurite important. On est ici vraiment là, dans des cas de changement cutané classique. Ces patients-là là, vont, en fait, l'anticorps anti-AMI2, c'est celui qui va être le plus fréquemment associé à des changements cutanés classiques, moins de cancer associé, puis bon pronostic. Les patients, tout dépendant de leur sous-anticorps, des fois, vont avoir un phénotype un petit peu différent. Puis je vous présente justement un cas d'un patient qui a eu une atteinte cutanée très importante, assez sévère, qui a été plus difficile à contrôler au début, mais qui là, actuellement, va très bien. C'est un monsieur qui avait été adressé par un collègue dermatologue là, pour une éruption photosensible, suspect de dermatomyosite, pas de faiblesse, pas d'atteinte musculaire, pas de dysphagie, pas de symptômes respiratoires, CK normaux, TFR normaux, biopsie cutanée compatible, puis en plus, bilan paranéplasique négatif. Donc, on est content. Au niveau du panel myosite, le patient était anti-TIF1 positif.
C'est un patient qui avait une bonne polyclodermie latérale du visage. Il y avait une atteinte centrofaciale, une atteinte du front, une atteinte du dos assez marquée là, avec ce qu'on appelle l'érythème flagellé, qui est à reconnaître. En fait, il y a peu de choses qui vont donner ce type d'éruption flagellée en dermatologie. Il y a la dermatomyosite, la dermatite au shiitake, puis la bléomycine. Donc, si votre patient n'a pas mangé de shiitake et n'a pas eu de bléomycine, vraiment considérez une dermatomyosite. Puis, l'atteinte au niveau des coudes aussi. Ici, on n'a pas la papule, mais on a quand même un petit fond érythémato-violacé, donc on va l'appeler signe de Gottron. Je fais porter attention un petit peu là, sur le cuir chevelu de ce patient-là qui prend un petit peu un fond blanchâtre avec un peu d'érythème périfolliculaire. Même chose, là, les doigts, un petit peu de changement qu'on va dire vasculopathique là, au niveau des gotterons là, qui ont un érythème au pourtour avec des changements de blanchâtre qui ont même ulcéré là, au courant de l'hiver. Donc, un peu de signe de vasculopathie. Les changements vasculopathiques sont habituellement plus fréquents là, dans les cas de dermatomyosite MDA5, mais on peut quand même les voir là, dans d'autres cas de dermatomyosite, des fois un petit peu plus sévères aussi. Ce patient-là, on revient à son anticorps. Il y avait un antitype 1 gamma qui était connu. C'est associé entre autres dermatomyosite juvénile, parfois dermatomyosite de l'adulte. Ce qu'on sait, c'est que souvent, ça va être associé à des atteintes cutanées beaucoup plus sévères, là, avec un score de sévérité cytadique, on va dire, de supérieur à 24, ce qui est quand même haut. Des patients qui vont faire moins de calcinose, moins d'atteintes pulmonaires, d'arthrite de Raynaud, parfois un niveau moyen d'enzyme musculaire un petit peu plus bas. Puis, il y a quand même un risque un petit peu plus fort d'association au cancer chez ces patients-là. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est qu'en dermatomyosite, notre facteur de risque principal de cancer, c'est vraiment l'âge au niveau des patients. Parmi les changements cutanés qu'on voit davantage en cas de dermatomyosite type 1 gamma, on parle d'une atteinte cutanée plus sévère, comme je mentionnais, mais ces patients-là peuvent avoir des lésions qu'on va dire un peu psoriasiformes, des gotterons qui vont être un petit peu plus psoriasiformes et hyperkératosiques, et le fameux changement red on white, donc un petit peu de blancheur avec de l'érythème périfolliculaire et parfois des papules palmaires. Donc, on retourne au front. Ce patient-là, justement, avait ces petits changements-là un peu red and white. Quand on parle de Gottron psoriasiforme, c'est vraiment un peu plus linéaire et c'est à distinguer là, avec le fameux main mécanicien où ça va être vraiment un petit peu plus sec, mais en latéral des doigts, et ça, c'est associé au syndrome antisynthétase. Petite trouvaille des fois intéressante là, à regarder, les patients peuvent avoir une tache un peu ovoïde au niveau du palais. C'est davantage associé encore une fois au niveau des types 1 gamma. Donc, regardez au niveau de la muqueuse buccale. C'est vraiment une petite tache un petit peu justement ovalaire, blanchâtre, rougeâtre. Là. Mais ce n'est pas exclusif là, à cet auto-anticorps. On passe à un autre. C'est une dame que j'ai rencontrée là, en fellowship là, qui a été très mauvaise historienne. Elle avait une histoire de perte de poids, de faiblesse, d'hospitalisation soins intensifs avec hémorragie digestive haute 2 ans auparavant. Puis elle était adressée là, pour une calcinose cutis diffuse. Donc, effectivement, calcinose cutanée dystrophique vraiment importante là, dans la région du coccyx, les cuisses, les bras. On a suspecté avec son histoire antérieure une histoire de myosite. Puis, au niveau du panel, là, il y a eu la présence de mise en évidence d'un anticorps anti-NXP2. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, le NXP2? En fait, c'est une auto-anticorps, encore une fois, associé au dermatomyosite juvénile, mais qu'on peut voir là, chez les adultes. Davantage de patients qui vont avoir une atteinte musculaire sévère avec plus de myalgie, dysphagie. Un peu plus les hommes aussi. C'est des patients qui vont présenter des édèmes périphériques puis de la calcinose au long cours. Donc, souvent, ils vont être amyopathiques, qui n'ont pas vraiment d'atteinte cutanée au moment de l'atteinte musculaire. Aussi, il y en a une, elle est plus légère, mais c'est vraiment plus tardivement où ces patients-là vont avoir la calcinose qui, malheureusement, une fois qu'elle est installée, est très difficile à traiter. Donc, parmi nos 2 anticorps les plus associés au cancer, là, le NXP2, le type 1, quand même 83 dans cette cohorte-là là, de dermatomyosite paranéoplasique qui était associée à un ou l'autre.
Puis, l'important de connaître, en fait, là, c'est que les données qu'on a en calcinose, c'est que plus on traite tôt l'atteinte musculaire, moins il y aurait de dépôt de calcium plus tardivement. Puis, bon, c'est sûr que c'est des données des fois extrapolées là, dans l'anatomie juvénile, mais ça fait partie là, de l'intérêt. Dernier petit sous-anticorps patiente là, qui avait une dermatite des mains, détérioration, rénaux, douleurs, arthrite, bref, pas de faiblesse musculaire ni de symptômes respiratoires, mais beaucoup de problèmes aux mains. Elle avait consulté à l'urgence dans ce contexte-là. Quand on regarde le dos de ses mains, c'est pas très frappant, peut-être petit gotron, mais c'est vraiment quand on tourne là, ses mains où elle a vraiment ce qu'on appelle un purpura rétiforme avec des ulcérations au niveau des plis. Ulcération buccale aussi, et au niveau des plaques qui étaient localisées au niveau des coudes. Discret érythème du cou, discrète dermatite du cuir chevelu. Cette patiente avait un anticorps anti-MDA5, donc elle était amyopathique, a malheureusement présenté une atteinte pulmonaire interstitielle là, qui a été rapidement progressive dans son cas, là, qui a nécessité admission aux soins intensifs et malheureusement décès. On reparle il y a quand même plusieurs années de ça. Là. Donc, les trouvailles cutanées vont être différentes dans les cas de MDA5. Souvent, ils vont avoir des papules palmaires douloureuses. Il y a de la vasculopathie, non de la vasculite à la biopsie. De l'ulcération, le rénaux, l'alopécie qui vont être associés. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans les cas, vraiment, ça se clarifie au fil du temps. Il y a vraiment prendre des variantes qui vont être plus rapidement progressives que d'autres là, pour ce qui est de l'atteinte pulmonaire. Mais on sait que finalement, dans les cas de DMDA5, là, avec l'atteinte pulmonaire, va parfois être plus mortel là, que le cancer, là, dans les cas où c'est rapidement progressif. Donc, l'important, c'est de traiter et de le reconnaître. Si on biopsie ces ulcérations, en fait, ça va être davantage de la vasculopathie que de la vasculite. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment vasodilater ces patients-là là, afin de faire guérir les ulcères parce que plus on augmente l'immunosuppression, ça ne marchera pas nécessairement. Donc, on y va avec aspirine, bloqueur des canaux calciques, sildenafil, tadalafil. Traitement. On revient à la base de ce qu'on avait aussi en lupus. Donc, c'est une éruption qui est photosensible. Donc, les anti-inflammatoires, la protection solaire. Le prurite fait vraiment partie de la maladie. Donc, c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Les antihistaminiques au besoin. Puis parfois, ça peut être un signe d'inflammation puis qu'on a besoin de traiter un peu plus agressivement. Concernant les antimalariques, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'en dermatomyosite. Ça, c'est en fait l'étude de cohorte là, qui vient en fait le projet principal là, de mon fellowship. C'était des cas, en fait, on a pris des patients amyopathiques parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur la réponse cutanée de nos traitements. Les antimalariques étaient vraiment ce qui était le plus souvent utilisé, mais vraiment seulement 11% des cas environ, les patients n'avaient pas besoin d'autres traitements. Puis en plus, ces patients-là, ils ont beaucoup plus de risques que d'autres patients de faire ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité morbilliforme de type 4, qui la plupart du temps vont apparaître 2 à 4 semaines suivant l'introduction du médicament, mais qui parfois peuvent quand même être graves. Là, on a eu des cas d'AGEP, des cas de DRESS. Donc, c'est pas qu'on ne prescrit pas, mais on avise quand même le patient que ça peut arriver. Souvent, les patients, c'est sûr qu'il y a un biais de centre tertiaire, quaternaire, là, mais souvent, ils ont besoin d'au moins un immunomodulateur, immunosuppresseur, plusieurs traitements tentés avant de obtenir une réponse clinique assez satisfaisante. Puis, des cas vraiment plus sévères, des fois un peu de corticothérapie systémique aussi pour venir calmer l'atteinte cutanée. En général, les traitements les plus fréquemment utilisés vont être méthotrexate, mycophénolate ou les immunoglobulines qui sont très, très efficaces. Pour ce qui est du méthotrexate, on va souvent y aller s'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Puis dès qu'il y a une petite atteinte pulmonaire, on va avoir tendance à aller davantage vers le mycophénolate et parfois peuvent être combinés. Ce qui avait été le cas chez ce patient-là, la combinaison des deux a amené une excellente réponse clinique. Après, les immunoglobulines. En fait, là, les immunoglobulines en dermatomyosite cutanée, ça fonctionne super bien, mais on est souvent limité par le coût, l'accès. Après, des fois, 2 à 3 cycles, on a des réponses complètes. Ce qu'on veut, c'est un 2 grammes par kilo 4 semaines, disant 2 jours.
On avait déjà des petites études rétrospectives. Puis là, maintenant, depuis qu'on a l'étude ProDerm qui est sortie là, sur l'efficacité des immunoglobulines, il y avait un endpoint secondaire là, qui était l'amélioration du score SIDASI là, qui a été, dans le fond, atteint là, de façon statistiquement significative. Donc, ça confirme vraiment l'efficacité des immunoglobulines pour l'atteinte cutanée. Ici, souvent, on a des réponses complètes, là, partielles. Là. C'est une autre étude, là, mais vraiment de plus petite échelle. Ensuite, les inhibiteurs de JAK, un peu comme le lupus, on sait que la dermatomyosite, c'est une maladie avec une signature interféron, autant au niveau du sang qu'au niveau de la peau. Souvent, les patients qui avaient des scores de cutanés d'activité élevés avaient souvent un peu plus d'interférons circulants aussi. D'où l'intérêt des inhibiteurs de JAK qui vont vraiment avoir un effet là, au niveau comme du signalement là, de l'interféron type 1. Le tofacitinib, quand même, des belles réponses, ruxolitinib aussi. C'est pas rare, par contre, qu'on doit augmenter les doses un petit peu plus élevées que les doses qui sont données en arthrite. Et plus on augmente nos doses, plus on a un risque thromboembolique là, qui augmente aussi. En ce qui concerne maintenant le rituximab, pour la peau, les études ont été un petit peu un problème de design d'études, mais il n'y avait pas de score validé au niveau de la peau, puis ça n'avait pas atteint là, les outcomes primaires. Puis même au niveau ici, là, le traitement de l'atteinte cutanée, là, donc peu de changements. Donc, pour ce qui est d'une atteinte musculaire réfractaire, pour ce qui est d'une atteinte pulmonaire réfractaire, le rituximab peut être une excellente option. Par contre, là, vraiment pour la peau, ce n'est pas notre préféré. Petit mot, juste sujet de réflexion, qu'est-ce qu'on fait dans une dermatomyosite qui serait paranéoplasique? On veut traiter le cancer parce qu'on se dit qu'il prend un effet là, de stimulation là, de l'atteinte immunologique en même temps là, au niveau cutané. Par contre, quand on donne une thérapie comme pembrolizumab, souvent il y a une stimulation aussi assez majeure du système immunitaire. Puis, c'est le cas justement d'une patiente qui, au diagnostic de sa dermatomyosite, le bilan avait été fait, diagnostic de néoplasie pulmonaire stade 4. Le PD1 était muté, pembrolizumab qui a été donné, puis finalement, elle a fait une poussée, mais magistrale de dermatomyosite. Suite à son premier cycle, le traitement avait été suspendu, elle a été mise sous VIG. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on re-challenge? Est-ce qu'on ne challenge pas? Une grosse discussion à avoir avec les patients là, dans ces contextes-là. Donc, peut-être petit message clé là, pour la dermatomyosite. Là. Donc, les formes amyopathiques existent. C'est quand même important là, d'être mis au courant et de le savoir. Donc, ce n'est pas que parce qu'il n'y a pas d'atteinte musculaire que ça ne peut pas être ça. Les atteintes cutanées, ce n'est pas rare que ça va être réfractaire ou que ça va traîner dans le temps, que ça ne répondra pas au même traitement. Les antimalariques, pas qu'on ne les utilise pas, mais ne sont pas aussi efficaces qu'en lupus. Donc, aussi, on avise les patients que si on débute et qu'il y a une éruption morbilliforme, de nous rappeler. Et quand il y a des ulcérations, c'est souvent plus de la vasculopathie que la vasculite. Donc, c'est vraiment important de considérer l'ajout d'un vasodilateur. Donc, on va passer à la période des questions et je vous remets la feuille de présence et d'évaluation. Merci. Donc, j'invite ceux qui ont des questions à lever la main ou poser directement votre question pour avoir ouvert votre micro. Dans le chat, je vois qu'il y a une question du docteur Isabelle Hébert concernant le lupus tumide. Est-ce que vous faites un suivi de laboratoire pour le lupus érythémateux disséminé là, chez ces patients-là? Est-ce que ça nécessite Habituellement, non. Quand c'est des formes cutanées isolées, là, non. Ça m'est arrivé une fois, là, puis je l'ai pas découvert. Bref, la patiente s'est présentée avec des plaques de lupus tumide alors qu'elle était connue pour un discoïde et une néphrite. Là. Mais la plupart du temps, les lupus tumides, même quand c'est des plaques isolées, ça nous arrive, là, ça rentre un peu, ils ont comme un diagnostic différentiel en dermatologie qu'on va dire T5L, là, donc il va avoir un infiltrat comme lymphocytaire au niveau de la peau, ça peut être comme considéré un peu parfois même l'infiltrat, un lymphocytaire de Gessner, le diagnostic différentiel du site, fait qu'on fait pas, j'en fais pas habituellement là, pour un lupus cutané, lupus seul. Vous pouvez poser votre question, Dr. Hébert, si vous voulez. Oui, OK, parfait. Merci, Dr. Pinard, pour l'excellente présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Excellent, parfait. Donc, je trouvais que quand vous montriez des atteintes des mains dans la dermatomyosite, ça ressemblait à de la sclérodermie aussi par moment, tu sais, avec les ulcérations, puis c'est avec... quand même... ouais.
En fait, les ulcérations de sclérodermie, souvent, ils vont être plus au niveau de la pulpe des doigts. Les patients vont avoir des petits pits aussi parfois. Les ulcérations là, en dermatomyosite qui ont tendance c'est souvent ce qu'on appelle des gottrons ulcérés, en fait. Là. Donc, c'est vraiment au OK. niveau des papules de gotron qui vont ulcérer ou des ulcérations qui vont être vraiment dans les creux, là, vraiment les plis des doigts là, à la face palmaire. Là, ça va être plus dans ces zones-là habituellement. Mais on OK, peut le voir parfait. aussi. C'est la même chose pour la calcinose. Finalement, sclérodermie égale calcinose, mais là, la calcinose que vous avez montrée dans dermatomyosite était plus disséminée. C'est un peu ça? Puis en fait, la calcinose, il y a un bon article là, sur la calcinose, j'en ai pas parlé, mais souvent, l'atteinte de calcinose en dermatomyosite, elle va être un petit peu plus proximale. Parfois, dans les zones justement d'atteinte musculaire, on va le voir là, dans la région fessière, la région des hanches, les bras, les épaules. La calcinose en sclérodermie, souvent, là, va être davantage là, au niveau des mains, là, des doigts. Là. C'est ça. Parfait, merci. Docteur Dubé, du CPQ demande aussi, là, quand vous découvrez un lupus cutané, en fait, pendant combien de temps vous allez surveiller l'apparition d'un lupus systémique? Puis, je rajouterais peut-être quel examen vous demandez de façon systématique là, pour... Très, très variable. Je vous dirais que ça dépend beaucoup là, du contexte clinique, de l'âge du patient. Honnêtement, moi, une patiente jeune, mon degré de suspicion qu'il va se passer quelque chose au fil du temps est un petit peu plus élevé. C'est des patients que je vais avoir tendance à tabulanter au départ dans les premières années 2 fois, dans le fond par année ou 6 mois. Ce qu'on avait tendance à faire en fellow, puis que j'ai continué à faire ici, là, c'est vraiment formule sanguine complète, le complément, une analyse d'urine, créatinine, puis les anti-DS-DNA pour vraiment là, dépister là, des signes là, de néphrite, parce qu'on sait aussi là, que l'anti-DS-DNA va varier là, selon l'activité là, de la néphrite. Puis des patients là, qui ont, par exemple, il y a une autre étude, c'est une vieille étude, là, le fait d'avoir un lupus discoïde localisé à tes coups depuis peut-être 15-20 ans, c'est en soi un peu un facteur protecteur de lupus systémique parce qu'il n'y a rien qui s'est développé, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, après une certaine période d'année, si ça fait 10 ans, la patiente a 60 ans et si jamais rien passé, à un moment donné, j'arrête de faire le bilan. Là. Et puis j'ajouterais, est-ce que étant donné que le risque d'évolution vers la maladie systémique est très variable, là, est-ce qu'on sait si les nouveaux agents immunomodulateurs ou les anticorps, les agents biologiques, là, justement, modifient le risque de maladie systémique? Si on diminue le risque avec les nouveaux agents? Qu'on donne pour le lupus, entre Dans le autres. lupus cutané, oui. C'est sûr que, tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de données claires là-dessus. Bien, c'est sûr que si on donne un traitement qui vient traiter, parce que, tu sais, ces nouveaux médicaments-là, ces agents-là, souvent, ils sont approuvés pour le lupus érythémateux systémique. Là. Il n'y a que le 2-cravacitinib actuellement qui est en phase 2 pour une atteinte cutanée chronique, entre autres. J'ai pas c'est une excellente question. J'ai pas de réponse claire. C'est comme si c'est sûr que ça appelait à l'esprit de traiter peut comme limiter la formation d'anticorps. Il y a une vieille étude, encore une fois, qui avait montré que la prise de plaquenil chez des patients qui avaient des arthralgies, c'est une étude qui avait été faite là, dans l'armée américaine. Ça avait retardé le diagnostic de la maladie, puis diminué, dans le fond, retardé aussi la formation des auto-anticorps. Donc, il y a peut-être un petit effet là, de protecteur, mais rien de garanti, puis rien d'assez clair pour comme dire il faut vraiment le donner, puis on vous protège, puis comme ça, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc, le niveau de risque ne va pas modifier votre conduite là, d'un point de vue non, de la pas maladie. nécessairement, non. Okay. Je vois. On demande aussi, docteur Pierre Gagnon, il voudrait avoir des précisions sur le diagnostic différentiel de la plaque discoïde au palais. Ah, mon Dieu, c'est large. En fait, la plaque discoïde au palais, en fond, la plaque ovoïde qu'on a en dermatomyosite, que c'est celle-là, monsieur le docteur Gagnon? Oui. Oui, OK. En fait, il y a plein de choses là, qui peuvent être au niveau du palais, mais là, c'est vraiment, c'est une petite trouvaille, disons, c'est une petite trouvaille un peu
intéressantes qu'on peut voir dans les cas de typhe 1 gamma, mais ça peut être, chez les fumeurs, ils peuvent avoir des plaques au niveau du palais. Ça peut être infectieux aussi. C'est vraiment, c'est pas, ça peut être un lichen plan. Il y a différentes, des fois, il peut même avoir des lésions discoïdes buccales dans les cas de lupus. Donc, le diagnostic différentiel est quand même large là, pour ça. Là. Mais c'est vraiment plus quand on a une suspicion. Des fois, ça peut être intéressant. On a des petites trouvailles cutanées. Ah, on va regarder au niveau du palais, voir s'il y a quelque chose chez ce patient-là. Mais en toute honnêteté, je ne l'ai comme jamais vu, là, en vrai, là. Même chez les types 1. Donc, je ne vois pas d'autres questions, Dr. Pinard. Donc, je voudrais vous remercier pour l'excellente présentation. Je pense que c'était très clair. C'était très largement illustré aussi là, avec beaucoup de photos. Merci beaucoup. Puis, je vous rappelle aussi que les conférences départementales de médecine vont reprendre l'automne prochain, en septembre, que vous allez recevoir l'information par courriel quelque part au mois d'août. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Dr. Pinard. Ça fait plaisir.